On passe sur un bloc de témoignages autour des fermes communales. Donc là, nous aurons 3 interventions de 10 minutes chacune sur le sujet et on prendra ensuite le temps de répondre aux questions. Donc je laisse la parole à Claudine Chassagne. Elle est élue à la commune de Saint-Martin-d'Uriage depuis 2014 et depuis 2020, elle est adjointe agriculture et économie locale dans cette commune. Lors du dernier mandat, elle était également vice-présidente agriculture et forêt de la communauté de communes du Grésivaudan. Et pour lancer le sujet des fermes communales, elle va nous présenter l'installation de la ferme communale de Saint-Martin-d'Uriage. Est-ce que vous êtes connecté? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est bon. Bon, très bien. Bonjour à tous. J'en profite pour saluer quand même tous les collègues, élus, techniciens, associations, citoyens avec qui on a travaillé justement pour mettre en place, pour élaborer ce PAIT. Et je suis ravie de voir justement l'évolution qu'il prend et ce Conseil de l'alimentation. Voilà pour l'introduction. Donc moi, je vais vous parler alors plutôt en tant qu'élu de Saint-Martin-d'Uriage. Maintenant, je m'occupe de l'agriculture sur Saint-Martin. Je vais vous parler de la ferme communale de Louta. Alors, effectivement, il y a une photo qui a été prise en hiver, juste après, pour montrer un petit peu l'étendue quand même, parce que ce sont des terrains, on va en parler plus en détail, et des maisons d'habitation et un certain nombre de logements, justement. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc c'est une ferme communale qu'on a construite en 2 temps, qu'on a achetée en 2 temps. D'abord en 2000, la municipalité précédente a décidé d'acheter les terres attenantes, donc à tout un ensemble qui était en vente, et pour que ça ne parte pas en dehors de l'agriculture. Donc elle a acheté les terres attenantes et 2 granges. Tandis que les bâtiments étaient achetés par un agriculteur. Donc, ce premier acte de vente nous a permis d'abord de consolider le maintien de l'activité agricole en mettant un cahier des charges SAFER pendant 15 ans. Et en même temps de développer un aspect qu'on souhaitait au niveau de la commune, qui était l'accueil des marchés, la ferme pédagogique. Il y a aussi une salle de séminaire et chambre d'hôtes, donc de développer toute cette animation autour de l'accueil et de la pédagogie. En 2019, les propriétaires donc qui étaient des éleveurs qui avaient acheté justement en 2000 partent en retraite. Et à ce moment-là, donc, on a pas mal discuté au sein de la commune et on a décidé effectivement de racheter l'ensemble pour que ça soit cohérent, pour que l'ensemble soit cohérent et pour que vraiment on continue à maintenir et préserver cette fonction agricole au niveau de cet ensemble. Donc, on a racheté les bâtiments. Et on l'a fait grâce à la négociation amiable par le biais de la SAFER. La SAFER peut préempter, mais la SAFER peut aussi nous aider donc à acquérir des biens par une négociation à l'amiable. Donc l'ensemble, il est constitué des terres, je vous l'ai dit, et puis des bâtiments. Donc c'est un ensemble de 15 hectares 41. Il y a 3 bâtiments d'exploitation, une salle d'accueil donc à vocation de restaurant et un bâtiment d'habitation avec 2 logements habitables, 3 chambres d'hôtes et des dépendances. Donc c'est un ensemble assez important et pour lequel il fallait avoir quand même des porteurs de projets. Donc en 2019, décision de la commune de racheter le tout et de devenir donc propriétaire de la ferme communale dans son ensemble. On va passer à la diapo suivante. Donc ce projet, on a souhaité le construire avec les associations et avec les institutions. Donc dès le départ, on a mis un comité de pilotage dès le début du projet qui était constitué donc d'élus de la commune, de techniciens de la commune et de la CCLG. On s'est fait accompagner de la communauté de communes donc du Grésivaudan. Dans le comité de pilotage, il y avait aussi donc des membres de la SAFER, de la Chambre d'agriculture et des associations. Alors, les associations, la DABEL, c'est l'association des agriculteurs de Beldon. La DSMU, c'est l'association des agriculteurs
de Saint-Martin-du-Riage. L'AMAP, puisqu'il y a une AMAP sur Saint-Martin-du-Riage. Donc on a constitué ce comité de pilotage et on a travaillé dès le début, sur la base de 4 réunions. Le premier comité de pilotage, donc c'était pour la rédaction de l'appel à projet ou de l'appel à candidature. Le deuxième comité de pilotage, validation de l'appel à candidature. Le troisième, on a analysé et présélectionné les candidatures. Et le quatrième, donc, entretien des candidats. Donc, on va passer à la diapo suivante. On s'est fait accompagner par les institutions pour toute l'activité agricole. Donc, on a lancé d'abord une étude de sol, réalisée par la Chambre d'agriculture. On a demandé à la Chambre d'agriculture de nous aider pour l'estimation du loyer et on a rédigé un bail rural à clause environnementale pour justement maintenir ce caractère de l'agriculture biologique sur l'ensemble. Donc, le loyer mensuel a été établi à 2 600 €. Je vous ai expliqué, il y a un certain nombre de bâtiments, c'est quand même un ensemble relativement important. Et le bail, donc, a été rédigé pour 9 ans, suivant un échéancier progressif pour tenir compte de la montée en puissance de l'exploitation. Et donc, production et certification sous cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est la clause environnementale qu'on a intégrée dans le bail rural. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, on a été vraiment étonnés parce que nous avons reçu 6 réponses. Alors, évidemment, c'était des groupements, compte tenu de l'importance du tènement et des habitations. Donc, nous avons reçu 6 réponses. Donc, 3 ont été présélectionnés. Ah, ça a coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Ernest, mais on n'entend plus. Oui, toi, oui, mais plus Claudine. On va voir, peut-être ça va revenir. Me revoilà, le comble pour une informaticienne d'être bloquée sur sa connexion. Alors, je ne sais pas, j'étais sur la dernière diapo, non, l'avant-dernière ou la. Ouais. J'étais sur le. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais bon, donc les maraîchers sont installés. Ils ont mis des serres et ils ont eu une production pour la première année un peu bizarre pendant cette année de confinement. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'on avait 6 réponses et qu'on en avait reçu 3 et on a contacté les 3 autres aussi après parce qu'on a trouvé que toutes les réponses étaient intéressantes. Voilà. Et donc ceux qui ont été choisis, c'était un groupement de 2 maraîchers et 2 éleveurs, sont des jeunes qui ont entre 25 et 35-40 ans, qui étaient les éleveurs étaient auparavant éleveurs déjà en Ardèche, voilà, et donc ils se sont installés. Les maraîchers ont installé des serres et souhaitent aller jusqu'à à peu près 1000 m² de maraîchage. Ils en sont à 700 m² et ils ont écoulé toute leur production en vente directe à la ferme. Il y a un moment de vente directe. Il y a le marché du bourg le dimanche et les marchés fermiers de Beldon. Et puis, il fournit des paniers à la MAP. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc c'était pour terminer les points forts et les points faibles de cette opération. Alors, la volonté, la politique, la volonté des élus, elle existe, mais depuis très longtemps, depuis les années 1995, depuis ces mandats-là, avec une volonté forte de maintenir une politique agricole et de maintenir justement le foncier agricole sur la commune. Alors, elle s'est, au fur et à mesure, elle s'est affinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une politique où on va travailler sur la transition alimentaire. On travaille aussi avec ma collègue Estelle Gignoux là sur la restauration collective. Donc, et puis on s'est engagé sur un PAEN. Donc, on va être accompagné par la communauté de communes du Grésivaudan.
là-dessus. Donc, on a une politique qui est quand même assez forte et assez soutenue sur la commune. Un des points forts, ça a été le travail de concertation avec les acteurs locaux de terrain et de la profession. On a réussi à réunir tout ce monde-là autour de ces comités de pilotage et autour de ce projet-là et à fédérer justement tous ces acteurs. Il y a des projets d'animation à la ferme en cours de réflexion parce que ceux qui ont été choisis ont ce souci de faire une vraie animation à la ferme pour faire connaître leur travail, pour faire connaître les problèmes aussi qui peuvent être posés entre agriculteurs et habitants et puis pour faire de l'animation même transversale avec des associations, d'autres associations sur la commune. Je pense à un projet là, qui est en train de se mettre en place avec l'association qui s'occupe des migrants sur la commune. Donc, il va y avoir une animation commune là-dessus. On réfléchit aussi à faire une animation sur la trame noire. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment un lieu d'accueil et d'animation. Alors, pour les points faibles, cet ensemble est situé dans un des hameaux de la commune de Saint-Martin et un hameau qui est de plus en plus urbanisé. Et effectivement, ça pose problème de conflit de voisinage parce qu'il y a des cloches, parce que le troupeau a des cloches, parce qu'il y a des patous, parce que il y a des nuisances au niveau fumier ou etc. Et donc il y a eu un conflit qui s'est réglé finalement par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice. Donc on est allé, les deux occupants sont allés jusqu'au conciliateur, jusqu'à la médiation en justice parce qu'il y avait ces conflits de voisinage. Donc ça, c'est une situation qui est quand même un peu délicate et sur laquelle on travaille nous beaucoup pour améliorer justement la cohabitation entre agriculteurs et habitants. Le point faible, c'est que on n'a pas du tout pu inaugurer ni communiquer sur la ferme à cause de la crise sanitaire et de la mise en place de la nouvelle mandature. Tout ça a fait que on n'a pas pu faire ça en 2020, qu'on espère reprendre ça justement mi-2021, parce que les habitants sont très attachés justement à cette ferme. Et notamment, il y a un marché fermier tous les mois qui permet à beaucoup d'habitants d'aller voir justement les animaux, les enfants, etc. Il y a toujours beaucoup de monde dans ce marché fermier. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Et je suis arrivée jusqu'au bout sans déconnexion, c'est parfait. Donc je passe maintenant la parole à Lise Dénat. Lise qui quitte son poste au service agriculture du parc naturel régional de Chartreuse pour rejoindre la ferme de la Grangette. Donc la Grangette, c'est la ferme communale de la commune de la Chapelle-du-Barde qui a été lancée en 1992. Et donc Lise va nous parler des enjeux du suivi d'une ferme communale sur la durée. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Ouais. Du coup, c'est un témoignage juste pour compléter celui de Claudine Chassagne qui malheureusement n'a pas pu le finir, mais il y a une expérience de ferme communale donc à la Chapelle-du-Bar, une commune côté vers Alvar-Pontcharrat, qui pour le coup est très ancienne, donc elle a 30 ans, et donc nous permet d'avoir un exemple de ferme communale dans la durée, de voir qu'est-ce que ça devient, comment ça se passe sur autant d'années comparé aux fermes communales qui sont plus récentes, donc celle de Saint-Martin-du-Riage, mais aussi d'autres qu'on connaît sur le Grésivaudan. Sur cette ferme, donc Ernest l'a précisé, moi je vais rejoindre cette ferme communale dans peu de temps. C'est une ferme que je connais depuis assez longtemps puisque mon conjoint est installé sur cette ferme et il travaille depuis 2012. Donc, cette ferme communale, elle a été créée en 92 par la mairie de l'époque afin de maintenir le foncier agricole et surtout de maintenir l'ouverture des paysages. Il y avait quelques éleveurs sur la commune à l'époque, beaucoup de doubles actifs. Et petit à petit, la double activité, en fait, l'activité agricole disparaissait parce que les doubles actifs se consacraient plutôt à une activité industrielle, d'ouvriers en industrie.
On a eu donc pas mal de déprises et la maire de l'époque, Hélène Châtel, souhaitait endiguer ça. Donc, elle a souhaité monter cette ferme communale. À l'époque, ça a été assez compliqué à mettre en place. Il y a eu un peu une levée de boucliers par rapport aux propriétaires terriens, mais aussi aux agriculteurs ou double actifs qui étaient là encore à l'époque. Il a fallu beaucoup sensibiliser, beaucoup œuvrer par la maire de l'époque pour faire accepter cette ferme communale. Donc le projet a démarré en 90-91, toutes les négociations et le travail, qui fait que forcément, c'était pas forcément le même contexte qu'aujourd'hui au niveau de la connaissance, de la sensibilisation que l'on a sur l'agriculture. Les contextes sont différents. Et à l'époque, elle a souhaité créer une association foncière pastorale en amont. Donc, c'était en amont, mais presque concomitant. Mais l'idée était de mobiliser donc un ensemble de propriétaires de terres pour qu'ils acceptent, donc à travers cette association foncière pastorale, de louer à la future exploitation créée, donc qui a été un GAEC. Donc, cette association foncière pastorale s'est constituée. Un ensemble de propriétaires ont été partants et ça a permis de regrouper un ensemble foncier assez satisfaisant, intéressant pour lancer le projet ferme communale, puisque sans le foncier, ça pouvait pas être lancé, même si la commune avait quelques hectares au milieu, donc à peu près 5 hectares, et notamment les hectares où allaient être construits les bâtiments d'élevage. Donc, un bâtiment d'élevage a été créé et cette association foncière s'est montée. Donc, on avait tout ce qu'il fallait, en fait, pour pouvoir lancer ce projet. Donc, ce projet a été lancé et au début, donc, un GAEC de 2 exploitants a été créé. Il a été rejoint par 2 autres agriculteurs en 2000. Donc, ils étaient à ce moment-là 4. Et aujourd'hui, la ferme communale, c'est 3 associés dans le GAEC et 3 salariés. Donc 6 personnes à temps plein qui travaillent à l'année sur cette structure, qui s'est beaucoup diversifiée. Et ce témoignage de ce matin, c'était également pour souligner comment ça fonctionne dans la durée une ferme communale. Alors, sur cet exemple-là, qui a 30 ans à la Chapelle-du-Bar, on peut voir qu'il y a quand même une petite complexité par rapport à la succession de mandats. À la Chapelle-du-Bar, jusqu'à très récemment, les mandats ont changé à chaque élection. Les maires ont changé à chaque élection. Donc, on avait des nouveaux conseils municipaux à chaque fois, ce qui fait que ça peut complexifier un petit peu la vie de la ferme communale, parce que les nouveaux élus à chaque fois ne sont pas forcément sensibles de la même manière à ce projet, ne portent pas forcément le projet de la même manière. Et donc, ça peut poser quelques difficultés aux exploitants qui louent la ferme communale pour leur projet de développement ou autre, même si sur le cas de la Chapelle-du-Bar, on est sur un bail des bâtiments, là je parle bien des bâtiments de la commune et des 5 hectares de la commune, on est sur un bail à 25 ans. Donc, de ce côté-là, il y a une vraie sécurité, c'est pérenne. Mais par contre, les différents élus qui se succèdent n'ont pas forcément les mêmes intérêts et ne vont pas forcément avoir les mêmes volontés ou ambitions de suivre les projets de la ferme communale. Donc, sur ce projet-là, par exemple, on est sur des élus qui ont ont globalement toujours suivi les souhaits d'évolution de la ferme communale et donc des exploitants qui louaient. Donc, avec la création de caves d'affinage, par exemple, la création d'un bâtiment pour génisses en complément du premier bâtiment. Donc, tout au long des années, les projets ont été accompagnés. Mais c'est vrai que suivant les élus qui peuvent arriver, on peut avoir des élus moins sensibles qui pourraient ne pas souhaiter suivre les projets. Et il y a une vraie difficulté à ce niveau-là, puisque une ferme communale, donc les exploitants louent la ferme, mais lorsqu'ils ont un projet d'amélioration, alors par exemple d'agrandissement d'un bâtiment, les murs appartiennent à la commune. Donc la mairie doit accepter de financer toute seule ou avec un complément de l'exploitant, mais l'exploitant étant locataire, généralement, dès que ça touche au mur, c'est la commune qui finance. Et donc, il faut que la commune soit favorable au financement des projets de développement, donc de création d'un bâtiment, d'extension d'un bâtiment ou autre. Et là-dessus, ça peut poser donc quelques difficultés. Si la mairie n'est pas favorable, les exploitants ils sont entre guillemets bloqués. Ils ne peuvent pas réaliser les projets de développement qu'ils avaient prévus.
sauf à les financer eux-mêmes, mais sur un foncier qui ne leur appartient pas. Donc, avec aussi, ça peut poser question. Donc, sur ça, voilà, c'était un petit retour par rapport à ça. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que le modèle ferme communale, il permet une installation quand même globalement facilitée au niveau financier, puisque le capital social de l'entreprise, donc ici, dans mon cas, d'un GAEC, est assez réduit, puisque les bâtiments ne lui appartiennent pas, le foncier non plus. Et du coup, on est sur des parts sociales qui sont assez faibles pour de l'élevage laitier, de l'ordre de 36 000 €, et qui permet donc à des associés de rentrer assez facilement et de ne pas débourser plutôt des parts sociales de l'ordre de 100 000 €, comme ça se voit facilement en vache laitière. Donc, on est sur des formats un peu plus simples au niveau financier avec des parts sociales réduites qui peuvent permettre de plus facilement mobiliser, motiver des jeunes à s'installer et à s'engager financièrement dans ce genre de structure. La ferme communale de Chapelle-du-Bar est pérenne puisqu'elle a un bail de 25 ans qui a donc été renouvelé récemment et on est reparti pour 25 ans. Mais voilà, avec au niveau des projets de développement, des petites complexités qu'il faut gérer avec des négociations, pas quotidiennes, mais très régulières, avec les élus en place des différents mandats. Voilà pour ce petit retour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup donc à Claudine et à Lise. Je vais, excusez-moi, repartager mon écran. Hop. Et donc, je passe la parole à Lilian Vargas pour terminer ce bloc sur les fermes communales. On va en fait monter d'un niveau jusqu'à l'intercommunalité. Et donc, Lilian Vargas est chef du service agriculture, forêt, biodiversité, montagne à la métropole de Grenoble. Il suit actuellement un projet d'installation sur 50 hectares à Mélan. Il va nous parler de l'intégration de ce projet dans la politique alimentaire de la métropole. Bonjour. Bon, déjà, je vais parler sous le contrôle de mes élus, puisqu'il y a Salima Djidel et Cyril Plénet qui sont présentes et qui suivent très activement ce projet. Mais je vais faire un petit peu d'historique et de retour en arrière et pour présenter le cadre aussi dans lequel intervient la métropole, parce qu'il s'agit là de mise en place d'une politique publique. Donc, on pense que il faut regarder les choses d'une approche assez générale et de partir de la base qui est d'abord la protection des espaces avant de pouvoir intervenir pour créer des fermes, etc. Ça a été dit en début d'intervention et en début de conférence, d'échange. La première chose, c'est la protection du foncier. Donc, on a fait un travail d'abord il y a quelques années dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, où le SCOT de la région grenobloise est quand même un SCOT qui est très prescriptif, assez protecteur et qui a mis en place, par exemple, des dispositifs qui existent quasiment nulle part ailleurs en France, avec par exemple la mise en place de limites stratégiques au-delà desquelles l'urbanisation ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'on a identifié des espaces agricoles particulièrement intéressants, particulièrement importants à protéger, et on a mis en face les outils nécessaires pour le faire. Donc, dans la granulométrie, on part d'abord de cette thématique SCOT, et ensuite on descend au plan locaux d'urbanisme. Alors, la spécificité de la métropole, c'est que depuis 2015, donc c'est une métropole, et on a, de par la loi, l'obligation de réaliser un plan local d'urbanisme intercommunal. C'est-à-dire que là où ailleurs sur le territoire français, on a des réflexions communes par commune, dans les territoires métropolitains, qui, par supposition et par essence, sont plus fortement urbanisés et donc plus fortement soumis aux tensions et aux pressions foncières, le législateur a fait le choix d'avoir une approche intercommunale de la protection du foncier. Et donc, ça a donné lieu à la création des PLUI, donc plans locaux d'urbanisme intercommunaux, et celui de la métropole de Grenoble a été approuvé en décembre 2019.
et donc on a juste une petite année de recul. Mais ce qui est quand même important de noter, c'est que ce plan local d'urbanisme intercommunal a rendu, je mets bien le terme entre guillemets, c'est-à-dire que quand on considère les documents d'urbanisme communaux qui existaient, et le document aujourd'hui du PLUI, il y a 150 hectares qui étaient destinés à devenir de l'urbanisation, qui ont été rendus à l'agriculture. Donc voilà, on a le SCOT, le plan local d'urbanisme intercommunal, et en dessous, au niveau structure, on a la mise en place de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les ZAP, les zones agricoles protégées, ou les PAEN, périmètres d'aménagement des espaces agricoles et naturels, qui sont en fait deux dispositifs qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont quand même des distinctions assez fortes. Le même principe préside aux deux, c'est-à-dire que ce sont deux outils pour protéger les espaces. Mais les ZAP sont un outil qui est rattaché au code rural, et les PAEN est un outil qui est rattaché au code de l'urbanisme. Donc en clair, quand on manipule ces deux outils-là, si on inscrit le PAEN dans la logique SCOT, PLU, PAEN, on a un outil qui est assez cohérent et très fort. La ZAP est un outil en fait qui correspondrait pour des gens qui travaillent dans l'environnement plutôt à une logique arrêtée de biotope en fait. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une zone agricole, on met une ZAP dessus, c'est-à-dire qu'on fait un périmètre et on dit à l'intérieur de ce périmètre, on reste en zone agricole. Mais on ne dit pas le projet qu'on souhaite pour cette zone agricole, on ne dit pas ce qu'on veut faire de cette zone agricole, c'est juste une forme de mise sous cloche un peu à dire, voilà, on veut que ça reste agricole. Et donc la ZAP est une compétence de l'État qui est déléguée à la préfecture. Donc, une ZAP se fait et se défait au niveau préfectoral. Les PAEN, par contre, c'est une compétence du département. Donc, le PAEN s'élabore avec le département, par le département, en lien avec la structure, enfin l'échelon qui est responsable du plan local d'urbanisme. Donc, ça peut être une commune, dans le cas de la métropole, c'est avec la métropole. Et puis, avec l'accord et la validation de la chambre d'agriculture, un dispositif d'enquête publique, etc. Mais par contre, pour défaire un PAEN, c'est plus au niveau du département que ça se passe, mais c'est un arrêté du Premier ministre, parce que c'est un arrêté interministériel entre ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement et ministère de l'Aménagement du Territoire. Autant vous dire, les trois qui sont incapables de se parler entre eux. Donc, une fois qu'on a inscrit un périmètre PAEN, il est très, très, très compliqué de le défaire. Aujourd'hui, les PN existent depuis 2014. Il y en existe à peu près, je crois, 70 en France, mais il n'y en a aucun qui a été détricoté, si je puis dire. Donc, voilà, on a un outil, pour moi, qui est le plus puissant du dispositif législatif français en termes de protection des espaces agricoles, forestiers et naturels. Et l'autre intérêt du PAEN, de mon point de vue par rapport à la ZAP, c'est que pour élaborer un PAEN, il y a la question du périmètre, mais pas seulement. Le périmètre, il intervient qu'en deuxième temps pour valider la protection autour d'un programme d'action. Et c'est ça qui est intéressant. Et sur l'agglomération grenobloise, on a mis en place un PAEN sur la commune de Sassenage qui fait 630 hectares. Et on voit à peine après un an et demi de fonctionnement du PAEN, tous les projets que ça a fait émerger autour de la rénovation de leur réseau d'irrigation, de la relation et du traitement des relations de conflits de voisinage que Claudine évoquait tout à l'heure. Il y a plein de choses qui sortent dans les projets des agriculteurs qui sont arrivés suite justement au fait que les gens ont commencé à discuter entre eux autour de cette logique PAEN. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est l'articulation des outils de protection, SCOT, PLUI, PAEN, mais en fait, ça suffit pas à produire de l'installation, même si on voit quand même qu'un PAEN, congèle
quand même les espérances des propriétaires et donc redonne de la fluidité au marché foncier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et intéressant. Mais ça suffit pas forcément toujours pour permettre de l'installation. Et on voit bien que dans nos territoires sous pression, si on met pas quelques coups de pouce, en clair, l'installation ne se produit pas. Et donc, ce coup de pouce, Emmanuel, tu peux passer la diapo d'après. Ce coup de pouce, il peut venir aussi de l'intervention foncière des collectivités. Donc, il faut bien considérer que tout ça, ça fonctionne en fait. Il n'y a pas un outil meilleur que l'autre. Pour moi, la vraie bonne logique, c'est d'utiliser la diversité des outils qui sont à notre disposition. Terre de Liens d'un côté, l'intervention des collectivités de l'autre, l'activité de la SAFER à la base aussi. Donc, c'est en fait en composition de l'ensemble de ces outils qu'on peut avoir des politiques plus efficaces. Donc, concernant la métropole, en fait, on est allé jusqu'à la définition d'un cadre d'intervention foncière qui est un peu le dernier recours en fait. C'est quand le reste a échoué, on essaye d'aller jusqu'à l'acquisition foncière pour installer des agriculteurs. Donc cette démarche, elle est assise sur deux choses. D'une part, une délibération cadre qui nous donne clairement les contextes, les raisons et le cadre dans lequel on intervient. Et elle s'adosse à une convention tripartite entre la SAFER, la métropole et le PFL. Alors le PFL, c'est l'établissement public foncier local, qui est en fait un outil des collectivités qui vient de l'urbain, qui a été créé au départ pour pouvoir réaliser essentiellement du logement social dans les territoires urbains. Et on a créé au niveau de l'EPFL du Dauphiné un outil, on a rajouté une compétence qui est celle d'intervenir dans les espaces agricoles, forestiers et naturels pour pouvoir répondre aux orientations et aux objectifs qui sont affichés sur la diapo, que je vais pas reprendre en détail. Vous pouvez les lire, mais c'est bien de se dire en fait que quand je dis qu'on intervient en dernier recours, c'est quand on est vraiment dans des espaces qui ont un intérêt agricole très fort, avec une pression aussi périurbaine ou urbaine extrêmement forte, et que en clair l'espace risque d'échapper à l'agriculture. Et de partir soit d'activités de loisirs, soit à d'autres usages qu'un usage agricole. Et puis aussi, on l'évoquait tout à l'heure, des logiques d'agrandissement qui sont assez fortes dans notre territoire, d'agrandissement des exploitations. Et donc, le principe de la métropole, c'est quand des surfaces se libèrent ou se vendent et qu'elles suffisent pour installer des agriculteurs, on intervient pour privilégier la démarche installation plutôt que la démarche agrandissement. Donc j'en viens après au projet que nous travaillons aujourd'hui. Donc depuis qu'on a mis en place la stratégie d'intervention foncière de la métropole, on a à peu près fait l'acquisition d'une centaine d'hectares en une dizaine d'années. Alors il y a des fois où on achète des tout petits bouts parce que c'est des gens qui veulent faire un jardin privatif en plein milieu de la zone agricole, donc mettre une balançoire, une piscine à boudins et aller y passer les dimanches, mais sauf que c'est sympa pour les gens qui peuvent faire leur bout de jardin et aller passer les dimanches, mais c'est pas sympa pour l'agriculture. Donc, on est contraint de pouvoir intervenir justement pour éviter ce type de pratique qui complexifie énormément le travail des agriculteurs et puis qui font sortir un nombre important de terres agricoles. On a en Isère un observatoire foncier partenarial qui s'appelle l'OFPI, l'Observatoire foncier partenarial de l'Isère, sur justement toutes ces questions de foncières, et on se rend compte que plus de la moitié des terrains qui disparaissent, qui sortent de leur vocation agricole, ne sont pas des terrains qui sont urbanisés, c'est des terrains qui partent au loisir,
à ce type de pratique que j'évoquais à l'instant, ou pour installer un cheval, enfin voilà, des pratiques de loisirs de tout ordre qui font que on perd quand même de la surface agricole utile de façon inquiétante et de façon peut-être plus pernicieuse en fait que le côté traditionnel où on imagine qu'on va faire de l'infrastructure et de l'habitat ou de la zone économique. Voilà. Ah, donc, attention, le temps passe. Ouais, ok. Et donc, quand on achète, quand on est contraint, entre guillemets, à réaliser l'acquisition, ben, le principe, c'est qu'on fait la même chose que ce que mes deux collègues viennent de présenter au niveau des fermes communales, ben, sauf que les fermes sont intercommunales, mais c'est le même principe. Hein. On achète, on équipe, on loue. Donc, et on loue en priorité. Pour répondre aussi, c'est aussi un outil de stratégie alimentaire du territoire parce que on cherche à louer dans le cadre de baux environnementaux vers des productions aussi qui sont déficitaires dans notre territoire. Et donc là, je viens à l'exemple de Mélan, qui est la dernière acquisition que l'on a réalisée, qui est sur 55 hectares. Alors déjà, faut quand même avoir en tête qu'on a plutôt acheté jusque-là des petits bouts et que 55 hectares, moi, enfin, ça fait 25 ans que je traîne mes guêtres sur la région grenobloise sur ces questions-là. À part le projet qu'il y a eu dans le pays voironnais en 2011, qui était à 118 hectares, c'est la deuxième fois que ça arrive, quoi, d'avoir des libérations comme ça. Donc c'est rarissime. C'est des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer et qui nous permettent donc là de répondre à des enjeux pour nous qui sont de pouvoir alimenter les filières locales déficitaires et notamment la restauration collective pour répondre à la loi Egalim. Et puis la métropole est aussi en gestion et en compétence sur le marché d'intérêt national dans lequel on retrouve les produits de notre territoire et on voit qu'aujourd'hui les producteurs qui viennent aux mines sont vieillissants. Donc stratégiquement, c'est hyper important pour nous de pouvoir remplacer ces agriculteurs-là, assurer une succession à ces agriculteurs-là. Donc on a calibré l'appel à candidature. Je mettrai le lien vers l'appel à projet qui est en cours pour Mélan, pour que vous puissiez le diffuser dans vos réseaux. Donc voilà, l'idée c'est bien de répondre avec du maraîchage plutôt plein champ, alors pas forcément du maraîchage de panier, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais plutôt des structures un petit peu plus grandes et un petit peu plus grosses pour faire des volumes capables de répondre aux objectifs qui sont les nôtres dans le pôle agroalimentaire isérois aussi. Alors, j'ai pas le temps d'en parler, désolé, mais le pôle agroalimentaire, on essaie de restructurer des filières territoriales. Donc, tout ce que je dis là, en fait, c'est d'avoir une approche qui est une approche systémique, hein, de filières territoriales, de protection du foncier, d'installation de porteurs de projets pour alimenter un marché local et pour en refaire la boucle avec ce que disait Marc Perronard tout à l'heure, travailler aussi à améliorer la résilience de notre territoire. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça c'était pour dire en complément de l'intervention foncière, on a aussi, l'idée c'est d'aider tous les agriculteurs du territoire et pas forcément ceux qu'on aide à s'installer. Et donc, on a un appel à projet en direction des agriculteurs pour les aider à adapter leur production à l'agroécologie, au changement climatique, mais aussi au développement des circuits courts, etc. Donc voilà le réseau, le système, le dispositif d'aide de la métropole en quelques chiffres. Très bien. Eh bien, merci à tous les trois. On va donc prendre les questions sur toutes ces trois interventions. Et on en a une première du groupe Dignité alimentaire du lieu à Grenoble. Donc, comment est-ce que le grand public, les consommateurs, et notamment les plus précaires, peuvent s'impliquer dans les démarches de ferme communale? Est-ce qu'il y a des comités de pilotage ouverts ou d'autres instances parapubliques? Ce n'est pas forcément Lilian qui doit répondre, hein, si d'autres veulent prendre la parole. J'ai un élément de réponse. Justement par rapport au lien avec les plus précaires et le fait que les habitants, alors
plutôt urbains quand même de nos territoires puissent renouer le lien avec leur alimentation. On accompagne aussi d'autres projets, j'ai pas eu le temps de parler de tout, mais on a aussi des projets plutôt dans le champ de l'agriculture urbaine, et notamment en ce moment un projet qui a été appuyé par l'Agence nationale du renouvellement urbain, donc l'ANRU, qui est un projet de ferme coopérative qui est en train de on est en train de faire de rédiger le bail là. Donc voilà, ça s'implantera à proximité des Villeneuve de Grenoble et des Chirolles sur 1 hectare pour cultiver avec une famille issue de ces quartiers-là pour et produire eux-mêmes une part de leur alimentation sur le secteur. Claudine, vous voulez apporter un complément ? Oui, nous on a donc la ferme communale, donc c'est derrière nous maintenant, mais par contre on va travailler sur la transition alimentaire et puis l'accès des produits pour tous. Et pour ça, donc on a créé une commission extra-municipale dans laquelle justement on a intégré les associations et dans lequel on pense mettre aussi des habitants. Alors après, à voir si on les tire au sort ou etc. Mais on veut travailler effectivement avec la population et puis avec les associations sur ce sujet. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos des fermes communales ? Il y a quelques liens qui sont transmis dans le chat. Gérard Laurent, je n'arrive pas à mettre la main, alors je prends la parole. Vas-y. Je suis un peu sur ma faim, je suis peut-être pas le seul. Ce serait bien que Lilian ait encore 2 minutes pour nous dire au niveau du projet de Mélan comment ça se concrétise maintenant, y compris qui va exploiter, etc. Alors, le projet de Mélan, on a eu un comité de pilotage, on a eu 2 comités de pilotage. Un premier qui a fait une forme de clé de répartition, en fait, sur les 55 hectares, entre les différentes natures de projets qu'on souhaitait accompagner. Donc, en clair, on a une part qui est la majorité du projet, qui est directement dédiée à de l'installation. Donc, la première phase, elle passe par l'appel à projet dont j'ai mis le lien dans le chat. Et on a lancé cet appel à projet le 1er juin avec un retour fin juin, début juillet. Donc, ça, c'est le premier objectif du projet. Ensuite, on a réservé une petite quinzaine d'hectares aussi pour les agriculteurs du secteur, parce qu'on a des exploitations qui sont pas forcément richement dotées en termes de foncier dans le secteur. Et créer de l'installation, c'est bien, mais si c'est pour voir disparaître les exploitations en place, c'est un peu stupide. Donc, on a aussi pensé à conforter les exploitations du secteur qui en auraient besoin. Donc ça, c'est le deuxième volet. Ensuite, il y a un volet sur lequel il nous faut encore avancer parce que on a d'abord mis la priorité sur les 2 appels à projets que je viens d'évoquer, mais le comité de pilotage a pris la décision de mettre d'une part un espace test en place. Donc, c'est pareil, il faut qu'on regarde sur 4 ou 5 hectares l'espace test qu'on peut mettre en place. Et puis, quelque chose de, à mon avis, plus innovant, mais là aussi, ça reste complètement à construire, qui est un espace d'expérimentation. Donc, on a mis 3 hectares de côté pour faire de l'expérimentation sur de l'amélioration agroécologique, sur de l'adaptation au changement climatique. Et là, il faut qu'on bosse avec ça tombe bien, il y a le lycée qui est là, avec le lycée de Saint-Imier, avec des groupes de recherche, avec un différent nombre de partenaires. Tous ceux qui sont volontaires seront les bienvenus sur ces questions. Voilà. Donc et puis il y a un tout petit volet qui est de 7 hectares qui est aussi mis en réserve par rapport à de l'emprise foncière
que la métropole peut réaliser à côté à Domaine et qu'il y ait de la compensation. Et au lieu de faire de la compensation que financière, on pense que faire de la compensation foncière, c'est pas mal aussi. Très bien, merci. On va passer à la suite.